Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam Tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le sommaire de ce magazine. Nous allons directement sur le continent africain où deux soldats maliens ont été tués ce mardi dans l'attaque d'un poste militaire à Tombouctou, dans le nord du Mali. Également, ce sont les islamistes somaliens de Shebab, affiliés à Al-Qaïda, qui ont attaqué tôt ce mardi une base de la MISOM dans le sud de la Somalie. Selon le correspondant de la BBC, une voiture piégée a explosé devant la porte principale de la base. Les affrontements ont suivi pendant près d'une heure. Et pour nous accompagner ce soir, nous sommes avec une charmante dame. Elle est d'origine africaine. Elle s'appelle Chantal Épée. Qui est-elle? D'où vient-elle? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est tout simplement une personne qui est chargée, Pourquoi je balbutie? Elle est très charmante, je reprends. Donc, elle est écrivaine et militante associative, présidente et fondatrice d'Afro Diaspora Art. Chantal Épée nous amènera donc ce soir à la découverte de cette structure ambitieuse qui se veut un lieu de promotion des arts et des cultures d'Afrique, des diasporas africaines et afro-descendantes. Bonsoir Chantal Épée. Bonsoir Juvénal, merci de m'accueillir. Comment allez-vous? Je vais bien, je vous remercie, à part un chat dans la gorge qui ne se décide pas à partir, mais ça va. Il va partir parce que, tout comme moi, j'ai eu du mal à vous introduire. Pourquoi? Je ne sais pas. Vous êtes une personne assez particulière en sens que vous vous décrivez comme un être écrivain passionné pour l'Afrique et ses diasporas. Et je dois souligner que vous êtes diplômé en psychologie, également diplômé en sciences administratives et politiques, et très profondément amoureuse de la musique. C'est bien cela? Absolument. Pour vous accueillir et vous souhaiter la bienvenue, on vous propose cette brève ponctuation musicale qui va nous permettre donc de bien vous installer. Merci. Show me the way I can go. Take me by the end. Show me the way. Nana Bungizela. Mosika,
Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Retour dans le studio de la 91.5 de Radio Pluriel. Nous émettons depuis la ville de Saint-Priest. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ensemble pour une cinquantaine de minutes d'informations et de débats sur l'Afrique et sa diaspora. Soyez les bienvenus. Donc, pour ceux et celles qui prennent donc le train en marche, ce soir, nous recevons Chantal Épée. Elle est écrivaine et militante associative. Chantal Épée, voilà. Donc, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes diplômée en psychologie, également diplômée en sciences politiques. Ce soir, nous vous recevons parce que nous souhaitons donc échanger avec vous sur ce projet fort ambitieux qui est celui donc de mettre en valeur tout ce qui est culture d'Afrique et des diasporas africaines et afro-descendants. Chantal Épée, qu'est-ce que c'est Afro-Diaspora? Afro-Diaspora, c'est une association loi 1901 qui a pour vocation de promouvoir les arts et cultures d'Afrique et des diasporas africaines et afro-descendantes. Nous sommes partis d'un double constat. C'était le manque de visibilité ou une visibilité un peu tronquée des arts et cultures qui procèdent du continent africain et de ce que j'appelle les Afriques, hein, c'est-à-dire les diasporas africaines, et du fait aussi que nous-mêmes, d'ascendance subsaharienne, africains d'ici ou d'ailleurs, avons peu de connaissances de fait de ce que nous produisons. Et la structuration de soi se fait aussi par la fierté qu'on a à être des gens qui participons à l'éclat du monde. Et le manque de visibilité fait que nos enfants ne sont pas toujours au courant. L'autre constat, c'était que du fait des déclassements sociaux des populations issues du sud du Sahara dans le monde occidental ou même à l'intérieur de l'Afrique, les arts et les cultures ne sont pas prioritaires dans l'éducation des enfants parce qu'on pense à faire manger ses enfants, à les vêtir et idéalement à les envoyer à l'école. On ne va pas forcément penser à les amener dans un musée ou autre. Donc, nous sommes venus pour essayer d'apporter notre goutte d'eau à la mer de la nécessité de promouvoir d'une part les arts et cultures, d'autre part les enfants et les amener à se rencontrer. Voilà, en gros. Bien, on a une idée assez claire. Alors, on ne vous laissera pas développer le tout. Notre souhait, c'est de faire comme d'habitude, effectivement. Nous avons pour habitude ici sur Tam Tam Tropical de commenter l'actualité en provenance de l'Afrique avec notre invité. Donc, restez avec nous. On commence par les informations en provenance du Mali. D'accord. Bien, ce sont les islamistes somaliens de Shebab, affiliés à Al-Qaïda, qui ont attaqué ce mardi une base de la MISOM dans le sud de la Somalie. Selon nos confrères de la BBC, une voiture piégée a explosé devant la porte principale de la base. Des affrontements ont suivi pendant près d'une heure. Al-Shabaab déclare avoir tué des dizaines de soldats, mais la MISOM n'a pas confirmé. La force de l'Union africaine a nié en avoir perdu le contrôle, comme l'ont affirmé les Shebab et des témoins qui ont fait état de lourdes pertes. La MISOM confirme que la base est toujours sous contrôle. Des informations selon lesquelles la base a été prise et nos armes emportées sont fausses, je cite, a indiqué la force africaine sur Twitter sans donner d'autres détails. Dites-nous, vous qui êtes dans la diaspora aujourd'hui, et quand vous écoutez ces informations qui viennent d'Afrique, tout le temps, c'est des islamistes, tout le temps, ces personnes qui meurent. On a l'impression qu'en Afrique, en fait, on ne sait pas faire mieux. Chantal Épée. C'est quoi la question, en fait? De savoir que chaque fois qu'on regarde, on écoute des informations, des nouvelles en provenance de l'Afrique, ou plutôt celles qui occupent la une de nos informations, généralement, c'est des morts et des morts. Quelle est votre réaction? Ma réaction au fait qu'il y ait beaucoup de nouvelles dramatiques qui montent d'Afrique, c'est ça, hein? Oui. En tant qu'être humain, évidemment, on est blessé. On est choqué, parfois désarmé, parce que moi, en tant qu'être humain, je me sens plutôt impuissante. Je ne sais pas comment je pourrais stopper des islamistes, etc. Donc, ces nouvelles-là sont profondément dramatiques, c'est vrai, mais il est important aussi, quand on entend des nouvelles, au-delà de la violence que ça cause émotionnellement, parce que c'est la terre de nos pères qui est blessée, notre terre source qui est blessée, il est important de questionner les causes, parce que les informations arrivent, mais qui c'est qui arme ces personnes? Voilà des questions qui me viennent à l'esprit.
Qui c'est qui arme ces Ah, personnes? ça devient Comment intéressant. Je vous coupe hein, pour mieux comprendre. Quand vous dites qui c'est qui arme ces personnes, là, on prend le cas des islamistes Al-Shabaab qui sont pas très différents de ceux qu'on retrouve aujourd'hui qui terrassent la sous-région Afrique centrale Boko Haram. À Mhm, la question de savoir qui mhm. c'est qui arme ces islamistes, on a l'impression que au niveau du Conseil des Nations, cette question semble ne pas être préoccupante. On ne cherche pas à savoir effectivement qui c'est qui les arme. Cette question, en fait, il faut être conscient. En fait, je ne suis absolument pas spécialiste de la question et je ne vais pas m'étendre dessus en essayant de gloser sur des choses que je ne maîtrise pas. Mais je me pose une question comme un être humain qui a un cerveau à peu près fonctionnel et qui regarde le monde depuis sa lorgnette et depuis ses lunettes aussi qui ont été façonnées probablement par les études et des choses de ce type. Donc je me dis simplement, comment est-il possible, pour parler de, par exemple, ce qui se passe en Afrique centrale, ces gens-là que je ne cite jamais parce que je n'ai pas envie de participer à ce que leur marque soit un peu plus célèbre, comment est-il possible qu'une espèce de groupuscule qui semble arriver par génération spontanée à un moment de la vie des hommes soit aussi lourdement armé? Les Africains, pour autant que je sache, notamment les subsahariens, ne fabriquent pas d'armes. Qui c'est qui a intérêt à ce que ces régions-là soient dans cet état? Ce sont des questions à se poser. Alors, à votre avis, pourquoi, lorsque la réflexion est faite, ou plutôt lorsqu'il y a généralement, vous n'êtes pas spécialiste, vous n'êtes pas analyste des questions africaines, mais nous commentons, parce que aussi, vous êtes aujourd'hui une voix qui porte, je le dis tout simplement pour la simple raison que lorsqu'on regarde dans les réseaux sociaux, on a l'impression que cette question semble ne pas intéresser ceux qui sont les décideurs. Pourquoi est-ce que l'origine des armes ne pose pas problème quand vous abordez, quand vous échangez avec vos proches, vos amis? Pourquoi cela semble ne pas être l'une des pistes les plus préoccupantes? Avec mes amis, c'est une piste préoccupante. Avec qui j'échange, c'est une piste préoccupante parce que, enfin, déjà, pour essayer de répondre à votre question, même si je n'ai pas la réponse, c'est pour essayer de réfléchir à votre question. Pourquoi ça ne semble pas une piste préoccupante? Probablement parce que on va dire le lobby des armes, pour faire plus court, mais malheureusement et très cyniquement, les armes, c'est un commerce, c'est quelque chose qui fait rentrer de l'argent dans les pays qui fabriquent les armes, d'une part, et par ailleurs, il n'est pas impossible, il est même probable que le désordre dans certains espaces augmente la puissance de ceux qui ont intérêt à ce désordre-là. Il y a eu des endroits où on a connu des guerres absolument, je vais donner l'exemple de la Libye, où c'est une guerre qui aujourd'hui a organisé le désordre dans le coin. Donc, on ne peut pas regarder les choses simplement depuis une seule lorgnette, on ne peut pas regarder les choses simplement depuis une vision occidentalo-centrée, mais il faut se poser des questions pour dire qui nous dit quoi et dans quel but, pour quelles raisons des choses se font. Il faut que nous-mêmes, Africains, nous apprenions à nous poser des questions pour savoir quel est notre intérêt et avec qui faire alliance pour l'intérêt du continent. Mais dites-moi, Chantal Épée, quand vous dites nous-mêmes Africains, ce n'est pas un secret, ce serait un secret polichinelle d'ailleurs. On sait que la plupart des dirigeants qui sont au pouvoir sur le continent aujourd'hui semblent, alors je le dis comme cela, semblent des lieutenants de leurs patrons, des sous-préfets de leurs patrons qui sont quelque part en Occident. En ce sens que lorsque un dirigeant n'a pas été en odeur de sainteté avec ses patrons qui sont en Occident, on a vu avec quelle vitesse, avec quelle puissance on a pu enlever par exemple un Laurent Gbagbo ou encore un Kadhafi de son trône. Cela semble être un secret polichinelle que si le dirigeant africain qui, à la tête de son État, ne fait pas les affaires de ses patrons, il va être dégagé facilement. Et que les diasporas africaines qui se trouvent en Occident aujourd'hui semblent faire de l'agitation, mais ne pas être suffisamment efficaces pour que les choses changent. Est-ce que votre combat, on peut espérer, je ne vous le demande pas de le faire, mais est-ce qu'on peut espérer que dans les années à venir, votre combat puisse s'orienter dans ce sens-là? Ce n'est pas ma vocation au départ, même si en tant qu'être humain, en tant que personne, Chantal Épée, c'est mon combat. Mais Afrodiaspora n'a pas cette vocation. En revanche, à mon avis, il y a un chant de Bob Marley qui est l'un de mes chants de chevet. À un moment, il dit « Emancipate yourself from mental slavery ». Et ça, c'est une fondation.
si on est émancipé de l'esclavage mental, si on a appris à sortir d'un paradigme enfermant, qui est un paradigme qui nous courbe depuis avant nos naissances, on regarde les autres en face et on leur dit non quand il faut. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait des lieutenants qui étaient aux ordres. Oh, combien je souscris à ça. Quand je dis même lieutenant, je ne dirais pas ça parce que je serais peu aimable. J'ai peu de respect pour des personnes qui sont le doigt sur la couture du pantalon en train de travailler pour les intérêts des autres et pour les intérêts de leurs pensées, parce qu'il ne faut pas oublier ça. Les problèmes en Afrique ne sont pas dus uniquement aux relations avec la France et le problème de la France-Afrique, c'est parce qu'à la tête des nations, il y a des personnes qui ne sont pas dignes d'être à la tête des nations. Parce que d'une part, elles se courbent pour obéir à des gens qui sont autres que les intérêts du pays, et par ailleurs, elles pillent le pays avec leur clan. Donc il y a aussi ce problème-là. Mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure avant de faire cette digression qui m'apparaît cependant utile. Il me semble que... oula, j'ai perdu. Voilà. Quand on éduque les enfants, quand on éduque la jeunesse, quand on leur rappelle ce qu'ils portent comme héritage, quand on leur dit que la première constitution ayant existé jusqu'ici vient d'Afrique, quand on leur dit qu'il y a une écriture à Dinkra qui était une écriture parfaitement maîtrisée, quand on leur dit que, contrairement à ce que disait quelqu'un que je ne citerai pas, non seulement l'homme africain est entré dans l'histoire, mais il a fait l'histoire, on relève la tête. Et on n'est plus dans son esprit vassal de l'autre. En cela, mon combat va peut-être avoir du fruit dans la génération d'après ou celle d'après. Mais j'y travaille. Parce que pour moi, c'est là le nœud. C'est là le nœud. On est sous-préfet dans sa tête. On est vassal dans sa tête. Il y a beaucoup de choses qu'on a besoin de déloger pour être enfin libre à l'intérieur. Et là, qui va nous arrêter? Qui va nous arrêter? Bonne question. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel.
ma femme, tu me prends mon travail aussi. Ouais, et ma cabobé, pour ma nettoyer d'India, God go pay. Retour dans ce studio 91.5 de Radio Pluriel. Nous émettons depuis la ville de Saint-Priest. Pour ceux et celles qui prennent le train en marche, nous recevons ce soir Chantal Épée, cette écrivaine et militante associative, présidente et fondatrice d'Afro Diaspora Art, dont c'est cette organisation fort ambitieuse qui se donne pour objectif de pouvoir faire la promotion des arts et cultures d'Afrique, des diasporas africaines et afro-descendantes. On a fait un tour de nouveau sur le continent, nous étions sur le littoral du Cameroun avec Dinabel et on revient vers vous. Donc pour ce qui nous rassemble ce soir, c'est de connaître ce que c'est. Dites-nous quelles sont les motivations, les raisons profondes qui vous ont amené à créer Afro Diaspora Art. Avant ça, je voudrais dire ma profonde admiration pour Dinabel. J'aime beaucoup. C'est entendu, c'est de l'art. Merci. C'est magnifique et ça ne vieillit pas. Ça ne vieillit pas. D'accord, c'est entendu. Donc, pour revenir à votre question, quelles sont les motivations profondes les motivations profondes, mais oui. C'est la conviction que il y a un vouloir dire qui procède des espaces subsahariens et de leurs descendants, africains ou afro-descendants qui sont dans les différentes diasporas, il y a un vouloir dire magnifique qui est tu, qui est mis dans une espèce de magma informe, alors qu'il y a des choses magnifiques et il y a une chose que nous portons, nous qui venons d'Afrique du Sud, du Sahara, qui est important pour enrichir l'universel. Notre vouloir dire à sa place aussi dans les vouloirs dire du monde. Et il n'y a pas de raison qu'il y en ait un qui soit dominant et qui structure le monde. Il faut qu'on sache qui nous sommes, ce qu'on dit, ce que nous portons, c'est important. Alors, dites-nous, quels sont les objectifs? Une des raisons. D'accord. Et quels sont les objectifs que poursuit votre structure aujourd'hui? Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est de promouvoir les arts et cultures, c'est de donner des espaces, d'inventer des lieux pour que ce vouloir dire, que ce soit en musique, que ce soit en littérature, que ce soit dans les arts plastiques, que ce vouloir dire soit entendu, que l'histoire que nous portons soit entendue, que nos enfants sachent qu'il y a eu une reine Zinga qui a résisté à la colonisation pendant des décennies, que nos enfants sachent que Chaka, ce n'était pas le psychopathe qu'on a présenté, ou tout au moins pas uniquement, pour peu qu'il ait été ce que je ne sais pas, mais que c'était d'abord un résistant à la colonisation, que l'on sache qu'il y avait un personnage magnifique qui s'appelait la Nani des Marrons, qui a résisté, qu'on sache que la mulâtresse Solitude a résisté, etc., etc., qu'on sache que Ruben Umniobé, c'est une figure splendide qu'on a tronquée. D'accord, dites-nous. Etc. C'est important. Ok. Comment fonctionne tout cela? Comment ça fonctionne? Comment ça marche aujourd'hui? Comment ça marche au sein de votre Nous structure? transmettons. Enfin, jusqu'ici, nous avons transmis les informations sur les divers supports. De manière concrète, nos divers supports sites et puis réseaux sociaux. Et de manière concrète, pour ce qui concerne la musique, par exemple, nous avons créé, ça c'est un de mes bébés, le Cœur à Cœur acoustique, qui est un espace dans lequel des artistes viennent et ont un échange de cœur à cœur avec
un public. Où? Et ça se passe à Paris dans le 13e. Oui. En général, c'est une fois par mois, mais la régularité sera peut-être un peu moins importante. Quels sont les Parce que lieux? nous- Y a-t-il un lieu précis où il y a les lieux que vous investissez? C'est un lieu qui s'appelle Assis au Neuf. C'est un restaurant dans le 13e. Sans publicité. 166 boulevard Vincent Auriol, dans le 13e métro Place d'Italie. Nous nous y retrouvons le dimanche après-midi pour permettre aux mamans d'être là et aux enfants aussi. À quel moment de la journée? L'après-midi, mais à quelle heure? L'après-midi à 15h, pour que les enfants puissent y être. Et l'accès est libre, mais les consommations sont obligatoires. Bien, Parce que sans l'idée, publicité. c'est de créer... On comprend. Pardon? Je vais poser des questions mais un peu plus techniques. Vous dites chaque dimanche après-midi, ça va recommencer à partir de quelle heure vous avez dit? Non, ce n'est pas chaque dimanche après-midi, c'est le dimanche après-midi. Le dimanche. Alors, c'est Le un dimanche dimanche après-midi. le mois, 2 dimanches dans le mois? Ce n'est pas, c'était prévu un dimanche le mois, parfois c'est plus. Mhm. Là, ça va être un peu moins parce qu'on a un festival à organiser, donc ça demande du temps, ça demande de la mobilisation parce que il y a beaucoup de choses qui sont à la charge de très peu de gens et parfois d'une seule personne. Donc, comme on est des humains. Très bien Voilà. dit. Combien Donc, êtes-vous pour porter ce projet? Pardon? Combien êtes-vous pour porter ce projet? Combien de membres Porter êtes-vous quel aujourd'hui? projet? On est 12. Une douzaine de personnes pour organiser le cœur à cœur acoustique. Racontez-nous Non, pour organiser le cœur à cœur acoustique, on n'est pas 12, mais on est 12 membres. 12 de la membres. association. Ah, on va être Tout le monde n'est pas forcément impliqué. Tout le monde n'est pas impliqué. Alors, qui s'implique? Alors, décrivez-nous comment ça marche un cœur à cœur acoustique. Un cœur à cœur acoustique, bon là, quand même, comme c'est mon bébé, On l'a vous savez, compris. une maman ne laisse pas partir aisément. Donc, je sais que je dois apprendre à contrôler moins de choses. Mais on est une petite équipe. Moi, je m'occupe de la partie créative. Sur la partie, on est deux. Nous sommes deux à nous occuper de la partie recrutement des artistes, si on peut dire entre guillemets. Et après, sur la partie promotion, on se partage le travail, même si la vision de la communication, c'est moi qui la pense, puisque Chantal par ailleurs, Épée, c'est aussi mon métier. là, vous parlez de recruter des artistes. Quels sont les critères qui concourent au choix d'un artiste? Les critères qui concourent au choix d'un artiste, c'est déjà que son univers nous parle. Et il faut que cet artiste ait aussi, soit à l'aise dans le fait d'être en petit comité avec des personnes qui sont sur le même... parce qu'il n'y a pas d'estrade, vous voyez. C'est vraiment tout le monde au même niveau et on discute. C'est comme un soir au village. Donc, l'artiste peut être intimidé, etc. Il ne serait pas à l'aise dans ce format. Chantal Épée, Sinon, je vous couperai à tout moment parce qu'il est important que nous puissions comprendre. C'est intéressant ce que vous dites. Quand vous dites le choix d'un artiste est fait si son univers vous parle, je veux dire, quel est l'univers, quels sont les univers, quel est l'univers qui vous parle aujourd'hui? Pourquoi un artiste et non un autre? Non, je ne peux pas dire pourquoi un artiste et non un autre, parce qu'on peut avoir un coup de cœur pour quelqu'un qu'on écoute ou pour quelqu'un qu'on entend dire des choses. Et quelles sont les Quelqu'un peut sensibilités donc qui sont recherchées? J'ai envie de dire, le souhait c'est de pénétrer effectivement l'univers. C'est très beau, un cœur à cœur acoustique. On a le sentiment que le cœur c'est là où il n'y a pas de calcul, ça va naturellement. Alors, dans le cœur à cœur acoustique, c'est quoi et non quoi d'autre? C'est un Non, artiste... je ne peux pas dire et non quoi. C'est-à-dire que pour qu'un artiste soit à l'aise, il faut qu'il soit généreux. Il faut qu'il soit là, il ne soit pas là juste pour se produire, qu'il soit capable d'entrer dans un échange. Mais Donc, avant qu'il n'arrive, Chantal Épée, avant que l'artiste n'arrive à vous, avant qu'il ne soit généreux, généralement... Ben, on se parle avant. Voilà. Et j'aimerais savoir, par exemple, aujourd'hui, alors sans toutefois faire d'une comparaison de raison, un artiste qui fait, on va dire, par exemple, allez, on va prendre un exemple de musique, on va dire le makossa, qui est une musique camerounaise, celui qui fait du makossa dit commercial, et un makossa, on va dire, qui se rapproche de ce qui est l'original du makossa, par exemple. Vous choisirez lequel? Moi, j'aurais tendance à aller vers l'original du makossa, bien sûr. Voilà, c'est ce qu'on veut entendre. Alors, quand vous dites l'original makossa, parce qu'il y a une génération de jeunes gens qui est là aujourd'hui en France, qui ne connaissent ni l'Afrique, qui ne connaissent ni la France, soit ils sont nés ici, ou ils sont arrivés très tôt, ils écoutent, ils ne connaissent pas. Par exemple, le cas de la musique. Qu'est-ce que vous recherchez, vous, quand vous recrutez vos artistes? Qu'est-ce que je recherche quand j'écoute des artistes? Oui. Mais je recherche d'abord qu'ils me touchent. Et ça, c'est quelque chose de très subjectif. Et qu'est-ce qui vous touche, vous? Est-ce qu'on vous Mais comprend? je ne peux pas vous dire, parce que là, vous posez des questions comme si l'émotion était quelque chose qu'on pouvait découper et puis rendre scientifique. D'accord. L'émotion, c'est comme quand on tombe amoureux, on ne décide pas. C'est juste comme ça. Donc, quand une musique vous touche, pour quelle raison
Let's Get It On de Marvin Gaye me touche. Je ne peux pas vous dire pour quelle raison Coltrane me bouleverse. Je ne peux pas vous dire. C'est juste comme ça. Je peux essayer de mettre des mots dessus. Parfois, c'est la voix. Parfois, c'est le texte. Parfois, c'est une mélodie. Vous avez l'impression que vous êtes né dans le même endroit. Vous avez l'impression qu'un instrument vous parle, une langue que vous comprenez. Ça ne peut pas s'expliquer. C'est de cœur à cœur. Ça, c'est mon rapport à la musique. Maintenant, dans la mesure où le cœur à cœur acoustique, ce n'est pas juste mon rapport à la musique, c'est aussi de voir, comme je disais tout à l'heure, quelqu'un qui a des choses à dire, qui a envie de partager et qui a aussi envie d'entrer en échange. Parce que les artistes ont aussi un besoin de passer... d'avoir un retour sur ce qu'ils apportent aux autres. Quand on a eu des moments bouleversants où un artiste, il entend le bien qu'il a fait à quelqu'un, mais il l'entend en direct, ou quelqu'un lui donne le rendu de l'émotion immédiate. C'est quelque chose de précieux, ça ne se vit pas dans un concert, ça. C'est de cœur à cœur, c'est sous l'arbre, c'est comme au village, et c'est magnifique. Participez à l'émission Tam Tam Tropical. Appelez le 04 78 21 05 95. 04 78 21 05 95. Le téléphone sonne, nous avons l'auditeur en ligne, Monsieur Kémaré, qui nous appelle de Lyon. Monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous voulez participer à l'émission? C'est pour une contribution ou vous pouvez poser une question? C'est pour poser des questions. J'ai une ou deux questions, voire trois, pour Madame Chantal. Chantal Épée, alors allez-y, posez la question, s'il vous plaît. Oui, je n'entends pas très bien. Est-ce que ce monsieur pourrait parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Alors, monsieur, essayez de parler un peu plus fort pour que Chantal puisse vous entendre, s'il vous plaît. Ok. Tout d'abord, je veux vous féliciter, madame, pour le travail que vous faites afin de promouvoir le culture africaine. Mais j'ai constaté que quand on parle des associations africaines, beaucoup de fois, c'est lié à la musique, à la fête. C'est comme si les seules choses qu'on sait faire en Afrique, c'est on fait la musique, la fête. Et est-ce qu'il y a des autres choses culturelles africaines que vous promouvez à part de la musique? Par exemple, absolument. Absolument. Le médecine, par exemple, les Africains, on avait déjà notre propre manière de nous soigner avant les Blancs ont venu en Afrique. Et est-ce que vous cherchez à promouvoir le médecine africain qui existait bien avant les Européens ont allé en Afrique? Ça, c'est la première question. Honnêtement, c'est-à-dire ça, c'est des choses qui sont notre cible de promotion, bien sûr, puisque nous faisons aussi la promotion de la culture et des cultures. Donc, tout ce qui, évidemment, nous sommes intéressés à ça, au moins à dire que ça existe et que les gens soient au courant. Mais vous avez dit tout à l'heure, est-ce que vous faites autre chose que la musique? Bien sûr, les littératures, l'histoire. Là, notre prochain festival, il y aura 3 historiens qui vont s'exprimer sur la présence des Noirs depuis des millénaires en Asie et en Europe, par exemple. Dieudonné Niamankou pour l'Europe, Runoko Rachidi concernant l'Asie. Il y aura Sylviane Serbin qui va parler des femmes résistantes d'Afrique et des diasporas. Et l'écrivain Emile Boom va parler des femmes résistantes pendant la résistance à la colonisation en Afrique. On va promouvoir l'écriture adinkra. On va parler de Chaka aux enfants. On va leur parler de Sundiata Keita. Vous voyez? Donc, on travaille aussi à promouvoir l'histoire. Nous, les arts et les cultures, c'est vraiment large. Et on veut parler de tout. C'est ambitieux, mais ça peut se faire petit à petit. J'ai répondu à votre question, monsieur? Oui, merci. Merci. Et la deuxième question? S'il vous plaît. C'est maintenant, on voit en Nord-Pas-de-Calais, il y a des Africains et des gens des autres pays qui sont en train de mourir, qui souffrent parce qu'ils cherchent à entrer soit en France, soit en Angleterre. Et vous avez parlé tout à l'heure de esclavage mental. Et aussi vous avez dit, vous avez posé la question que vous ne savez pas comment stopper les islamistes. Alors, la question maintenant, c'est quelle est la place de la religion? Parce que quand on parle d'islamistes et djihadistes, tout ça c'est lié à la religion. Et en Afrique,
la religion chrétienne, musulman, bouddhiste, tout ça, sont pas nés en Afrique. Ça vient d'ailleurs. Alors, est-ce que vous pensez promouvoir la religion africaine qui existait bien avant? Maintenant, on parle de Jésus, de Mohamed et tout ça. Est-ce que les Africains... J'entends votre question et je la comprends. Il est clair que ce soit le christianisme, l'islam ou d'autres choses qui sont ce qu'on appelle des religions importées sont venues d'ailleurs. Il y a eu des formes de spiritualités africaines que je ne maîtrise pas. Donc, je ne vais pas m'étendre dessus ou prétendre avoir la maîtrise de choses que je ne maîtrise pas. Mais notre association se veut un espace de libre échange. Donc, quand il existe par exemple, il y a des conférences dont nous parlons. Nous incitons les gens à y aller quand les auteurs sont des personnes importantes, par exemple du mouvement dit afrocentriste, qui appelle à revenir à des spiritualités africaines. Bien sûr que nous en parlons parce que dans leur discours, ils portent des choses qui libèrent, d'accord? Donc, mais moi, je n'entre pas dans un débat de religion. Pourquoi? Parce que à partir du moment où on se met sur le débat religieux, on commence à s'exclure, on ne s'entend plus, on perd de vue l'essentiel qui est la libération. Malcolm X disait dans le temps, quand tu as découvert une vérité, ne méprise pas celui qui n'est pas encore au courant de ce que tu ne savais pas hier. Si la réactivation de ce qu'on appelle la renaissance africaine au travers des spiritualités était la vérité ultime, ça c'est pas à moi de le dire, les personnes qui sont porteuses de ce message ont intérêt à ne pas mépriser celles qui n'en sont pas là pour qu'on ne soit pas encore dans des guerres, d'accord? Voilà mon point de vue. Et j'ai tendance à dire que des figures qui sont essentielles dans les luttes de libération de l'esclavage mental des populations africaines et afrodescendantes sont des personnes comme Malcolm X qui pratiquaient l'islam, sont des personnes comme Marcus Garvey qui était chrétien. Et d'autres personnes, aujourd'hui, j'ai une admiration profonde pour des personnes comme Molefi Asante. J'ai une admiration profonde pour Théophile Obenga, pour ce qu'ils apportent. Et je ne parle pas de Cheikh Anta Diop. Quand j'écoute Frantz Fanon, je ne me préoccupe pas de ce qu'il croyait. Je me préoccupe de ce qu'il me dit de moi et du monde et qui me fait avancer. J'ai répondu ou pas? Oui, et je te dis une chose. Vous avez parlé de vos convictions tout à l'heure. J'ai parlé de, je ne vous entends pas bien. De vos convictions tout à l'heure. Oui. Est-ce que ça fait partie de vos convictions? Est-ce que vous pensez que l'Afrique va aller mieux s'il y a une renaissance de la spiritualité africaine, si on enlève toutes ces religions qui étaient importées en Afrique? Je ne peux pas dire que je le pense parce que je ne maîtrise pas le sujet d'une part. Je n'en suis pas certaine. Je n'en suis pas certaine parce que je n'étais pas là du temps de cette spiritualité-là. Mais je respecte profondément ceux qui le pensent. Et je dis, à voir, à voir. De toute façon, ce que moi je trouve intéressant dans la découverte de cette spiritualité, c'est l'espèce de retour aux fondations, de savoir ce que nos pères pensaient. Moi, je suis très curieuse, par exemple, des spiritualités Sawa, c'est-à-dire l'espace duquel je procède, qui est la côte littorale du Cameroun. Je veux comprendre ce qu'on dit. Je veux comprendre la différence entre Ewusu et Lemba. En français, on dirait sorcellerie, mais c'est pas la même chose, vous voyez. Donc, je suis curieuse de savoir ce que nos pères disaient du monde, de savoir quelle était leur vision sur la cosmogonie, etc., parce que ça me fonde et me structure. Est-ce que je me mettrai à croire comme eux? Je n'en suis pas certaine, mais je respecte ça. Et je pense que si on met maintenant, on regarde par exemple l'Asie et les autres, c'est vrai que ceux qui le disent ont tendance à nous dire, mais les autres continents sont restés fondés, ancrés dans leur culture et ils sont plus forts. Ils ont peut-être raison. Merci monsieur. Mais moi, je n'exclus personne. Merci beaucoup, monsieur Kemaré, on vous remercie. Comme le téléphone voilà, se bouscule, il y a d'autres auditeurs. Une dernière question peut-être? Oui, je peux savoir. Juste une dernière, oui. Allez-y rapidement. Est-ce que la madame, est-ce qu'elle a une religion? Est-ce qu'elle a quoi? Chantal Epé,
êtes-vous membre d'une religion? Et monsieur demande. C'est quelque chose qui relève de la sphère privée, donc je ne répondrai pas parce que je ne pose pas cette question aux gens. Merci à Chantal d'avoir joué le jeu. Monsieur Kémaré, on est obligé de vous dire au revoir parce que d'autres auditeurs aussi aimeraient poser des questions. Et pendant que Chantal répondait à monsieur Kémaré, un autre auditeur de Besançon, c'est Franck qui est en ligne. Monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Franck. Bonsoir Franck. Ouais, en fait, j'ai appelé parce que en fait, j'étais déjà tombé sur je sais pas si c'était vous qui avez fait, en fait, vous avez rendu un brillant hommage à Martin Luther King à l'époque. J'étais tombé sur le Facebook et en fait, j'ai appris que vous passiez sur Tam Tam, l'émission Tam Tam que j'écoute souvent et j'étais très ravi parce que voilà. Et ma question était, d'abord félicitations pour votre j'allais dire combat, mais la mission que vous avez entrepris pour les bienfaits de l'Afrique, c'est vraiment exceptionnel, c'est vraiment formidable. Et je voulais savoir en fait, que pensez-vous du fait que nous, Africains, que ce soit ici en Europe ou là-bas chez nous, on n'ait aucune trace, par exemple, de nos contes et légendes par écrit. J'entends par là, en fait, vous voyez ici, par exemple, ou en Asie, en Chine, ils ont leurs contes sont dans des bouquins, dans des livres, leur histoire est écrit et manuscrit. Nous, en Afrique, on n'a aucun vestige de nos ancêtres. En fait, moi, par exemple, j'ai 33 ans et les histoires passées, c'est mon père qui me les a racontées via son père à lui, qui le tenait de son grand-père, de mon arrière-grand-père, et ainsi de suite. Donc ma question était, par rapport à votre association, est-ce que vous envisagez parcourir l'Afrique, entre guillemets, pour faire une espèce d'encyclopédie de ces contes et légendes africains? J'avoue que nous ne l'avons pas envisagé, mais c'est une belle idée. Donc nous allons vous recruter et vous serez l'animateur de ce projet. Oh, excellent. Magnifique. C'est super. Je suis pour, avec plaisir. Je vais envoyer mon CV, pas de problème. Au-delà de la boutade qui n'en était pas réellement une, ce que je veux dire par là, c'est que quand nous avons conscience qu'il y a un vide, levons-nous et remplissons le vide. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez au courant des histoires ancestrales grâce à la transmission de votre père qui avait reçu de votre grand-père. Rien n'était écrit. Mais mon cher ami, vous savez lire et écrire. Écrivez. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que je fais. Voilà, faites-le. Le problème, c'est que je manque j'ai déjà commencé à l'écrire. Je l'ai écrit, j'écris. Donc, vous voyez, donc ça veut dire qu'il y a une prise de conscience qui se fait. Mais ceci posé, il n'y a pas un vide total. Il nous appartient de chercher. Mais dans des gens que je connais, il y a quelqu'un qui est un jeune frère, un ami Facebook, un militant afrocentriste pour qui j'ai beaucoup d'affection et de respect, qu'on appelle Tete Manjombe, par exemple. C'est quelqu'un qui joue vraiment un rôle de courroie de transmission de la culture. Et il est très jeune par rapport à moi qui suis un ancêtre, il est très jeune, mais il a des connaissances énormes et il les transmet et il écrit. Et il n'est pas le seul, il y a beaucoup de personnes comme ça. Mais chacun de nous est un ruisseau dans ce fleuve de combat. Et vous, cette partie qui vous intéresse, rejoignez-nous et faisons-le. Et le nerf de la guerre pour une association comme la nôtre, c'est l'argent. Si on veut parcourir le monde, on paye les billets comment ? Quand on n'est que 12 membres dans l'association, vous voyez? Donc, il y a beaucoup de choses à faire, mais nous ne baissons pas les bras. Parfois, ils tombent, on les relève parce qu'on sait qu'il y a la génération d'après. Il y a vous qui êtes plus jeunes que moi et d'autres plus jeunes encore. Je voudrais que vous avanciez plus libres que moi et que mes enfants soient plus libres et que mes petits-enfants soient plus libres et que personne ne puisse leur faire courber la tête parce qu'ils auront conscience de ce qu'ils portent comme richesse et comme force. Et qu'ils ont tout à apporter au monde comme n'importe quel être humain. D'accord. Merci beaucoup Chantal, merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Envoyez-moi un inbox en Facebook, on vous recrute, je n'oublie pas. D'accord, pas de problème. Le recrutement est annoncé. Merci beaucoup, au revoir. Merci à vous. Vous voulez passer tout de suite à l'antenne? Composez vite le 04 78 21 05 95. On vous attend. Notre auditeur est en ligne, c'est Henri Tiki. Monsieur, bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir Chantal. Bonsoir Henri. Très heureux de t'entendre. Je croyais que tu allais parler que d'Afro-Diaspora, mais je constate que tu t'es étendu et j'ai apprécié de savoir et de voir tes connaissances pointues dans la culture africaine. Et j'ai aussi apprécié d'entendre le nom de cette sommité de la pensée culturelle et la pensée Sawa, Tété Mandiombe II, pour qui j'ai une profonde admiration aussi. Mais on va revenir sur Cœur à Cœur Acoustique, Chantal. Oui. J'aimerais savoir quel est le financement de cette structure qui, comme disait Juvenal, qui se veut ambitieuse. Et je veux juste savoir aussi une petite chose. Chantal, est-ce que Cœur à Cœur Acoustique va rester à Paris ou il va s'étendre dans tout le territoire français? La vocation de Cœur à Cœur Acoustique, c'est de voyager. Mais comme je le disais tout à l'heure à Franck, j'espère que je ne me trompe pas de prénom, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Pour une association comme la nôtre, pour le moment, nous n'avons pas les moyens de nos ambitions financières. Mais ça viendra. Notre vocation est d'amener les cultures à la rencontre de toutes les personnes, où que ce soit, pas seulement en France, mais pour l'instant, nous sommes en France. On est une association française, loi 1901. Donc ça, pour répondre à une des questions, donc comme on est à la radio, on va se vous voyez. Hein? On va essayer de faire comme ça. Une de vos questions. L'autre question, c'était quel est le financement? C'était Cœur à Cœur Acoustique ou Afro-Diaspora? Parce que Cœur à Cœur Acoustique, nous ne rémunérons pas les artistes qui viennent. Ils ont un espace pour vendre leur CD, oui, et le public ne paye pas. Donc, il n'y a pas de gros investissements financiers pour organiser un événement. L'idée, c'était de toute façon de montrer et de nous montrer à nous-mêmes et aux autres que, avec peu de moyens et de l'intelligence, on peut faire des choses dans de beaux endroits, de belle manière, en respectant les artistes et les arts. Ça, c'est important. Vu l'intérêt d'un maintenant, projet, si vous êtes un généreux donateur, nous, on prend. Hein. Mais vu l'intérêt d'un tel projet, il y a des possibilités de subventions. Est-ce qu'on peut effectivement penser à des subventions, soit de l'État, soit des mécènes? Je pense, disons que c'est une question à laquelle j'aurais souhaité n'avoir pas à répondre sur une radio. Très bien. Alors, Henri Tika a posé ces deux questions, là, on a posé une troisième, sans toutefois vouloir lui faire du tort, parce que d'autres en a posé plus. Temps fait défaut, ouais. Le temps qu'il est parti tirer innocemment vers la fin. Merci Henri Tiki d'avoir joué le jeu et au plaisir de vous retrouver. Merci Henri. Chantal Épée, je voudrais prolonger cette question qu'a posée Henri Tiki. Il est clair que si demain vous prétendez à des financements des mairies et autres, il est clair aussi que, voilà, sur le point de vue même de votre projet, ils auront leur mot à dire. Est-ce que vous ne craignez pas que demain, voilà, si jamais cela vous vient à l'idée, vous risquez d'être plus ou moins... Cela ne me vient absolument pas à l'idée, justement pour ça. Mais je n'aurais pas voulu le dire publiquement. Il est clair, hein, voilà, l'argent, le nerf de la guerre. On sait que c'est celui qui finance, qui a... Non, l'argent est le nerf de la guerre, mais quand on est financé par certaines structures, évidemment, elles peuvent changer, elles peuvent modifier la politique de manière même intérieure, notable la politique intérieure. Et nous avons une vision, nous y croyons, et nous travaillerons avec les personnes qui adhèrent à cette vision. Même s'il faut que ça prenne du temps, ça prendra du temps. Mais nous ne laisserons pas le bébé être défiguré. Est-ce que, alors, combien de temps... C'est trop important. C'est trop important, Chantal. Et puis, dites-nous de manière très franche, il est clair que c'est pas évident un combat comme le vôtre, en ce sens qu'il faut non seulement des moyens humains, mais aussi des moyens économiques, et que quelque part, moins, voilà, l'Africain comprendra d'où il vient, plus il sera assujetti. Est-ce que vous ne craignez pas que dans le temps, je veux dire, les hommes passent, naturellement les œuvres vont rester. Si vous ne préparez pas très bien votre relève, qu'arrivera-t-il après vous, Chantal? On prépare la relève. De toute façon, nous, on travaille à former, à communiquer la passion, à communiquer l'intérêt. Et c'est la meilleure manière, c'est éduquer qui est la meilleure manière de former. Maintenant, je ne peux pas forcer des gens à prendre la suite. Mais je vois autour de moi un intérêt quand on parle de ces choses-là. Parce que la nécessité d'être soi, la nécessité d'être libre dans un espace, par exemple en Occident ou en France, où on propose à nos enfants des strapontins identitaires et on les oblige à se justifier tout le temps
pour dire pourquoi ils sont là, même quand ils sont français, ils doivent justifier, etc. Il faut donner un socle fort pour leur donner des racines et des ailes pour qu'ils montent le plus haut vers eux-mêmes. Et s'ils le font, même si ça ne s'appelle pas Afro-Diaspora, du moment qu'ils ont conscience qu'il faut continuer d'avancer vers la liberté, moi, ça me va. D'accord. Chantal Épée. Je n'ai pas allez-y. L'orgueil de vouloir passer à la postérité et devenir une star. C'est pas le but. Bien. On l'aura compris. Alors, en mot de fin, il nous reste quelques secondes. Pour résumer tout ce qu'on a dit ce soir, qu'est-ce que vous aurez aimé dire à ceux qui vous écoutent ce soir? You are black, beautiful and smart. Ce qui donne en français, je ne traduirai pas pour vous. Vous. Noir, magnifique et brillant. Alors brillez. Très bien. On s'efforcera de briller et merci à vous. Pour ceux et celles qui nous rejoignent que maintenant, nous étions avec Chantal Épée. Chantal Épée que moi j'ai du mal à présenter parce qu'effectivement quand on échange, quand on l'écoute, on a envie de l'écouter et finalement elle a plusieurs aspects en elle qu'on aurait bien sondé. Elle est simplement écrivaine et militante associative. Diplôme elle a une maîtrise en psychologie, on comprend pourquoi effectivement lorsque vous échangez avec elle, vous avez l'impression qu'effectivement elle peut creuser au travers de vos pensées et on souhaite donc que vous puissiez demain, Chantal Épée, faire le tour de la France et pourquoi pas le tour de l'Europe, peut-être même le tour du monde pour transmettre cette étincelle là qui brille en vous, cette envie d'aller à la source même des cultures africaines afin que l'homme africain ne soit pas ce qui semble aujourd'hui. On peut le comparer à un aliéné spirituel en le sens que on a le sentiment qu'il ne connaît pas sa tradition spirituelle. Voilà, on a l'impression. Il ne sait pas d'où il vient. Voilà, il ne sait pas d'où il vient et du coup, il est en pleine errance et il est exposé aux 4 vents. Et voilà, que dire de plus? Merci. Merci à vous de m'avoir accueilli et merci à vos auditeurs de m'avoir fait l'honneur de m'écouter et de me parler. Il y a un rendez-vous qui est pris pour les 31 et 1er novembre prochain. On en reparlera dans nos prochaines éditions. D'accord, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci. Ce magazine arrive donc à son terme. Toute l'équipe qui m'a accompagné donc vous dit merci. À l'assistante de réalisation, c'était donc Cernan Nessi Bouloukoué, des mains de maître. Moi-même, Juvenal Noël. Je vous dis encore, mardi prochain, on sera présent et on se retrouve pour un autre rendez-vous. On parlera cette fois-là de l'échec scolaire chez les fils et filles d'immigrés venus d'Afrique subsaharienne. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam.